Pardon pour les petits problèmes techniques. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi ces petits soucis de réglage. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a le plaisir de croiser en principe 2 séminaires. C'est ça qui est un petit peu compliqué. On croit qu'on peut être multifonction et mutualisé, mais voilà, il y a un principe de réalité parfois. Donc le premier séminaire, vous ici présents, vous le connaissez bien, c'est le séminaire transversal du Prospero, donc il ne faut pas vous le représenter. C'est notre séminaire Pensée au présent, Pensée en contexte, qui continue cette année puisque nous l'avons initié l'année dernière. Et donc, c'est notre première séance de l'année. Donc, c'est aussi une séance de bienvenue et d'ouverture aujourd'hui pour notre 2e année de ce séminaire-là. Alors, la particularité, c'est que justement, la séance d'aujourd'hui, elle fait aussi partie, elle est au carrefour d'un autre séminaire, qui est un séminaire que nous avons le plaisir d'organiser en partenariat avec l'école doctorale Arts, Lettres et Langues des Pays de la Loire, école doctorale dirigée par la collègue Patricia Lochkin, qui en est la directrice. Et ce séminaire s'appelle Position, genre, pouvoir. Et donc cette séance fait partie aussi de ce séminaire. Et les collègues de l'école doctorale Pays de la Loire sont donc en principe en ligne. Le petit souci étant que nous ne les voyons pas en ligne, nous nous demandons s'ils ont le bon lien. Nous avons quand même une collègue de l'université de Tours qui nous suit en ligne, qui est Anna Krikoun, et que nous accueillons avec grand plaisir. Au moins le lien Teams sert à Anna, c'est déjà ça de gagné. Bon, mais donc peut-être que tout à l'heure, nous aurons le plaisir de voir apparaître des collègues des Pays de la Loire. Pardon ? Ah oui, j'allais dire, je vois quelqu'un dans D'accord. Eh bien voilà, manifestement, il y a une personne de l'école doctorale des Pays de la Loire qui s'est connectée. Et donc, manifestement, le lien fonctionne. Donc, bienvenue aussi aux collègues qui nous suivent à distance. Elle parle. Oui. Pardon, on ne vous a pas entendu. Ah, mais finalement, il y a... Oui, Carole, on ne vous a pas entendu. Vous disiez ? Oui, alors excusez-moi, je n'arrive pas à mettre ma caméra, j'ai des problèmes de connexion. D'accord, mais on vous entend maintenant. Voilà, donc je vous prie d'excuser mon retard. Je suis en train de me battre avec mon ordinateur depuis 10 minutes. Pas de souci, mais on craignait que vous n'ayez pas le bon lien parce qu'on ne voyait personne arriver de l'école doctorale Pays de la Loire. Tout à fait, donc Patricia Lesky n'a pas pu venir parce qu'elle est en cours aujourd'hui. Ça, nous savions, oui. Je vais essayer de le reconnecter, mais c'est vraiment un gros problème. Je ne sais pas, parce que j'ai téléchargé une application de bureau, mais je suis sur Teams. Écoutez, je vais même essayer de me reconnecter. Ok, mais de toute façon, nous savons maintenant que vous aviez le bon lien. Donc, les personnes qui veulent arriver... Oui, ça c'était prévu. Il arrive avec un petit peu de retard, un autre collègue de l'école doctorale. Alors, nous allons commencer sans tarder en présentant Maud. C'est le plus important à dire aujourd'hui. C'est que nous avons le plaisir de débuter donc, ces 2 séminaires avec Maud Hagelstein, qui, comme vous le savez, est maître de recherche du FNRS, donc pour les Français, l'équivalent du CNRS, à l'Université de Liège. Alors, Maud a aussi quantité d'autres titres accrochés à son nom. Mais il y en a un qui nous intéresse particulièrement et qui nous honore, qui est ce titre de membre associé du Centre Prospero. Donc, aujourd'hui, Maud joue un petit peu à domicile, puisqu'elle est chez elle aussi. Alors, tout le monde connaît Maud, mais néanmoins, je la présente, ne serait-ce que pour les collègues à distance. Donc, Maud Hagelstein travaille dans le domaine de l'esthétique et de la théorie du visuel. Elle est notamment spécialiste de la Kunstwissenschaft et de la Bildwissenschaft. Et je le mentionne aussi pour faire le pont, souvenez-vous, avec la dernière séance du séminaire de l'an dernier, qui nous avait été présentée par Rémi Mermet, qui était venu parler à peu près des mêmes auteurs et du même sujet. Donc, vous voyez que nous restons dans la continuité des choses. On a la suite dans les idées. Alors, Maud connaît très bien, elle aussi, la pensée de Warburg, de Cassirer, de Panofsky. Elle leur a consacré notamment une monographie publiée en 2014 intitulée « Origine et survivance des symboles, Warburg, Cassirer, Panofsky », ainsi que des traductions de textes d'Abi Warburg. Elle est aussi spécialiste de la pensée de Didier Huberman, à qui elle a consacré plusieurs publications. Et elle mène des recherches sur l'iconologie, ce qui l'a amenée à collaborer avec Laurent, ici présent, co-directeur du Centre Prospero, Laurent Vannein, pour ceux qui nous suivent plus à distance, pour mener un programme de recherche qui est intitulé « Iconologie, sensibilité, temporalité ». J'aurai l'occasion de dire tout à la fin du séminaire, dans les petites communications finales, qu'il y a d'ailleurs une séance de ce projet de recherche qui est programmée dans quelques jours.
Alors Maud a aussi publié, outre de nombreux articles, l'ouvrage Faire avec, Palabres au Trinquol, en 2020 aux éditions du Trinquol Museum, et en codirection avec d'autres auteurs, notamment La mécanique du détail, en 2014, édition de l'ENS. Sur Michelet, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, Maud a aussi publié plusieurs articles. Alors, j'en retiendrai un en particulier, Le roi et l'historien, sur Michelet, Solidarité négative. Pourquoi ? Parce que c'est l'article qu'on a eu le plaisir de publier dans le collectif sur Rancière au bord de l'histoire, qui était issu des travaux du projet en collaboration avec l'Université de Namur, le Centre Arcadie, et Sébastien Laoureux plus particulièrement. Donc, Maud nous avait fait aussi le plaisir de participer à ce collectif-là, et c'est comme ça que ensuite Maud travaillait sur Michelet à partir de Rancière. Je ne sais pas s'il sera question de Rancière aujourd'hui, mais en tout cas, il sera question de Michelet. Et donc, son titre d'aujourd'hui, c'est Se tenir à la hauteur de l'événement, l'écriture rivale de Jules Michelet. Alors, juste question pratique et surtout pour les personnes qui sont à distance. Donc, on fait une bonne heure de conférence, puis on fera une petite pause. Donc, tout le monde peut prendre une pause, même les personnes à distance. Et puis, on reprend avec les questions-réponses et on verra s'il y a des questions à distance. On alternera entre les questions ici de la salle et du public qui nous suit en ligne. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je te laisse la parole. Bon, merci Isabelle. Je suis en effet super contente d'être ici de nouveau. Et c'est vrai que je me sens un peu à la maison, je dois dire. Moi, j'ai pensé contribuer à la réflexion collective que vous menez sur la contemporanéité, penser au présent, en vous proposant quelques problèmes de poétique de l'histoire qui me tournent en tête depuis un moment. Et notamment celui-ci, que j'énonce d'abord de manière encore très abstraite à ce stade, qui serait de savoir quelle forme de contemporanéité à l'événement les historiens sont-ils susceptibles d'inventer, de négocier ou de construire, ou pour reprendre les termes du projet de ce séminaire, comment créer de la synchronie avec l'événement passé, là où il n'y a, par la force des choses, qu'asynchronie. Alors ce cadre problématique me permet de présenter quelques développements d'un livre que je prépare sur la poétique de l'histoire chez Jules Michelet. Je le dis non pas parce que le livre est avancé, mais parce que ça m'oblige un peu de dire souvent que je prépare ce livre. Puisque en travaillant sur Michelet, j'ai souvent buté sur la question comment se tenir à la hauteur de l'événement, et que cette question structure l'enquête que j'essaye de mener. Le choix d'ouvrir un chantier sur Michelet est quand même lui-même un poil anachronique. Je ne pense pas que c'est un auteur qu'on lit encore vraiment beaucoup. Et anachronique aussi si on considère, comme Péguy par exemple, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'aujourd'hui de Péguy, c'est encore pire aujourd'hui à mon avis, nous sommes devenus partiellement inentendants et inintelligents à l'égard de Michelet et de son projet. Moi, je m'intéresse surtout à l'histoire de la Révolution française, chez Michelet. C'est une grande fresque épopée publiée entre 1847 et 1853, en essayant, à partir de là, d'élargir à d'autres types de récits révolutionnaires liés à la même séquence, que ces récits soient historiques, littéraires ou même picturaux. Or, si on passe du temps à examiner les récits liés à la séquence de 1789, on s'aperçoit, presque systématiquement, pour une raison qui paraît à la fois évidente en surface, mais qui a aussi son opacité propre, que se tissent à bien des endroits dans ces textes, dans ces récits, des formes complexes de temporalité, des modalités étranges d'appréhension du temps. Étranges parce que non linéaires, puisque la linéarité reste la norme, des modalités étranges d'appréhension du temps qui se cristallisent en particulier autour du problème de la contemporanéité. Et j'entends ce problème de la contemporanéité, je le dis une première fois, mais j'y reviendrai, notamment en conclusion, non pas tellement au sens d'une actualisation, d'une actualité possible
de problématiques passées dans notre présent, mais au sens d'une contemporanéité qui serait comme projetée, une contemporanéité de l'historien à l'événement qu'il tente de saisir. Je reviens là-dessus. Quand on examine donc les moyens poétiques par lesquels l'histoire s'écrit, et singulièrement l'histoire de la séquence révolutionnaire de 1789, on se rend compte que cette histoire regorge de difficultés ou de complexités temporelles, comme je les appelle, qui me semblent être autant d'expressions d'une impossibilité à se sentir finalement contemporain de l'événement ou à la hauteur de l'événement. Et il me semble que la philosophie peut contribuer à saisir et à modéliser ces complexités temporelles, parmi lesquelles on peut identifier assez vite, je donne quelques exemples, des effets de retard, bien sûr, des héritages contrariés, pour reprendre une formule de Julien Pasteur que je vais expliciter très vite, des réparations devenues impossibles, des tentatives de retour forcément un peu inactuelles à des valeurs antiques, des conflits de génération, des contemporanéités carrément inventées ou reconstruites, la crainte du lendemain, le lendemain de la fête, c'est un thème qui est par exemple travaillé par Starobinski dans son analyse de la peinture de la fin du XVIIIe siècle et de la période révolutionnaire. Autant de motifs donc qui traversent la poétique de l'histoire. Alors plus le temps passe, je vais quand même parler un peu de Rancière, plus je me rends compte que Rancière, avec les noms de l'histoire, en tout cas dans la lecture que j'en ai faite, a contribué à révéler ces complexités temporelles que je voudrais essayer de décrire. C'est-à-dire que la poétique de l'histoire, telle qu'il l'a définie, et telle que j'ai essayé de la travailler en m'accrochant à ses suggestions, a révélé toute la difficulté que représente pour l'historien, dans l'opération d'écriture elle-même, c'est donc difficulté pratique, le fait de devoir prendre position, à la fois au sens spatial et temporel, par rapport à son objet. Pour moi, donc, Rancière a contribué à faire voir à quel point il peut être compliqué, délicat, de se choisir une place par rapport à l'événement. Et en particulier, sans doute, quand l'événement est traumatique et liminaire, comme l'est la séquence révolutionnaire de 1789, liminaire au sens où elle ouvre une nouvelle ère, à la fois politique, épistémique, poétique, au seuil de laquelle on hésite un peu. Donc prendre position et se demander depuis où saisir le fait historique. Au plus près, avec distance, depuis ses marges, en plongeant dedans, en feintant la contemporanéité, au contraire en assumant son retard, comme témoin, comme héritier, etc. etc. Donc il me semble que la poétique serait aussi, en tout cas je pense qu'il est possible à prendre comme ça, une attention scrupuleuse à la manière dont on s'invente, grâce à des stratégies d'écriture, une place vis-à-vis de l'événement. Alors il y a deux moments dans Les Noms de l'Histoire qui mettent en scène des inventions poétiques, la première chez Braudel, la seconde chez Michelet, qui paraissent viser une sorte de, on pourrait dire, d'approche de l'événement, rapprochée, comme si le récit historique amenait et poussait l'historien au plus près de ce qu'il cherche à saisir, jusqu'à le faire basculer dans une forme de contemporanéité directe et saisissante, un peu comme marquée par le toupet, puisqu'en réalité impossible. Chez Braudel, selon l'analyse qu'en propose Rancière, je dis ça assez vite parce que j'en ai déjà parlé, cette espèce de mouvement d'autoprojection de l'historien dans le passé dont il cherche à retracer les contours prend une forme inédite qui suppose une sorte de coprésence entre l'historien, Braudel lui-même, qui rédige au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1949, son fameux ouvrage « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II », une coprésence entre l'historien et le roi Philippe II, roi d'Espagne et du Portugal, figure importante du XVIe siècle. Et Braudel invente, c'est ce que repère Rancière,
de manière très intéressante pour les problèmes qui m'obsèdent. Braudel invente une sorte de scénette un peu décalée, supposée se passer dans le bureau du roi, une sorte de méta-récit allégorique qui lui permet de mettre en scène un passage de flambeau entre eux, entre le roi et l'historien, et de figurer du même coup le recouvrement ou la coïncidence de leurs espaces respectifs de travail et d'écriture. Cet épisode, cette scénette, intervient tout à la fin de la Méditerranée. Par ce récit imagé, explique Rancière, Braudel défait la chronologie attendue pour raconter non pas exactement la mort effective de Philippe II, mais pour signifier sa mort symbolique, puisque Philippe II est représenté dans son bureau, réduit au silence, inopérant, privé manifestement de son pouvoir et de sa parole, mais travaillant encore, et bizarrement accompagné, puisque Braudel décrit le roi recevant les historiens poliment chez lui, dans son bureau, comme il avait l'habitude de recevoir les ambassadeurs, assis à sa table, travaillant, lisant, annotant ce qu'on imagine être le matériau de la vieille histoire. Toutes les dépêches qui retracent les événements, les faits précis, détaillés, qui comptent pour le roi et pour l'histoire dont il est, en quelque sorte, le centre de gravité. Mais il y a dans ce travail, qui se déroule sous les yeux des historiens, quelque chose de silencieux, de pesant, de passé, de déjà passé. Alors, pourquoi est-ce que Braudel se représente immodestement dans la scène? Au présent, il dit « Le roi nous reçoit », donc s'incluant lui-même dans le tableau, et s'y fait voir, interrogeant le roi, tournant autour de son bureau, se penchant même par-dessus son épaule, inspectant un peu son travail, etc., et même s'asseyant dans son fauteuil devant ses papiers. Pourquoi donc cette forme de familiarité évidente? C'est que, selon Rancière, Braudel espère par là métaphoriser la mort d'une certaine manière de faire l'histoire et lui faire ses adieux. Raison pour laquelle il s'incruste au présent dans ce tableau passé. Et les temps du récit qui est proposé, donc à la toute fin de la Méditerranée, manifestent cette écriture au présent. L'historien est là, il reste là, il se représente dans le bureau, s'attarde dans le bureau du roi, regarde par-dessus son épaule, promène son regard sur ses papiers, inspecte son travail, etc., en quelque sorte sans aucune espèce de médiation. Dans ce méta-récit, l'historien Braudel devient donc contemporain du roi ou contemporain de sa chute, prêt à occuper, comme le suppose Rancière, la place qu'il laissera vacante. La rivalité entre eux, que Rancière appelle aussi solidarité négative entre l'historien et le roi, précipite cette espèce de dispositif temporel singulier qui paraît en quelque sorte écraser deux temps séparés l'un sur l'autre. Ça, c'est le premier moment. Deuxième moment, selon Rancière, Michelet, déjà, avant Braudel, Braudel c'est la deuxième génération des Annales, Michelet avait déjà inventé cette solution qui consiste à se laisser apparaître dans le tableau. Et il choisit de le faire au moment de traiter, dans son Histoire de la Révolution française, un matériau historique assez singulier qui est lié à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, donc la première fête de la Fédération. Un matériau constitué de documents inédits que peu de gens avaient lus jusque-là, parfois d'ailleurs trouvés encore scellés par Michelet dans les archives, et qui sont des récits populaires que Michelet considère comme des sortes de lettres d'amour adressées à l'occasion de la fête par des gens du peuple à la patrie. Des papiers qui sont mi-envolés, mi-administratifs, faits d'emprunts divers, de formules stéréotypées, d'extraits de romans parfois, rédigés d'une écriture manifestement souvent déléguée, de toutes sortes aussi de normes rhétoriques adoptées par les scribes locaux, par ces petits intellectuels qui prêtaient alors leur service aux illettrés du village. Et pour rendre compte de ces documents-là, qui touchent sa sensibilité d'historien, plutôt que de simplement en citer le contenu, Michelet produit une forme de méta-récit, remarque donc Rancière, où il se projette dans leur proximité directe,
à ces documents, raconte les avoir tenus en main, relève tous les détails de leur matérialité, la papeterie très soignée, les rubans tricolores qui relient les feuillets, etc. Il se représente donc en train de lire ces documents, découvrir ces documents avec émotion pour nous. Là encore, donc, une projection au plus près, non pas au plus près de l'événement de la rédaction de ces lettres elles-mêmes, mais de leur facture matérielle et sensible. On perçoit comme une urgence de se projeter au plus près. Alors, je ne reviens pas sur les détails de l'analyse de Rancière, qui voit en Michelet une sorte de gestionnaire un peu policier de la parole du peuple. Mais il y a une hypothèse qui me semble plausible à partir de là, et qui serait de dire Michelet, au fond, se perçoit comme en rivalité directe, en concurrence, en rapport de concurrence, avec ces scribes, ces petits scribes locaux et ces tribuns de la Révolution qui prêtent leurs mots aux gens du peuple. Et l'écriture rivale qu'il déploie nécessite forcément une forme, encore une fois impossible, de coprésence, même si elle est projetée et fantasmée. Michelet écrit donc, je crois, contre les écrivains publics, contre les tours de phraseurs que ces écrivains empruntent à la haute culture. Et comme on le dit, pour être contre, il faut bien être d'une certaine manière tout contre. Avec sa plume, donc, comme écrivain historien, il se lance dans une bataille avec les structures tyranniques qui sous-tendent encore à ses yeux le langage lorsqu'il est mobilisé par des scribes rompus à la rhétorique officielle et à l'emprise immémoriale de la monarchie qui continue à se loger dans cette rhétorique. Et Michelet, pour contrer un peu ces tours de phraseurs, cette rhétorique très particulière, encore marquée par le pouvoir, cherche une autre traduction à la parole du peuple, une traduction qui serait à la hauteur de son intensité, pour empêcher justement que soit reconduite, à grands coups d'imitation parfois irréfléchie, l'expression du pouvoir des rois, l'expression du pouvoir ancien. Je reviendrai à cette question de l'imitation, qui est une question sur laquelle bute très souvent disons, la poétique de l'histoire révolutionnaire, puisque, comme on peut le pressentir, il y a comme une contradiction dans les termes entre l'idée de rupture politique, de révolution, et puis l'idée d'imitation des anciens. Donc une lutte à couteau tiré qui passe par des modalités d'écriture repensées et qui cherche à être à la hauteur du peuple plutôt qu'à sa bassesse. Et précisément, le moment de la Révolution française est un moment, comme le rappelle très souvent Rancière, où le peuple devient autre, se découvre comme autre, se découvre d'une chair différente de celle des rois et qui n'a pas moins de valeur. Le peuple conquiert sa puissance propre, qui ne doit plus rien, qui ne devrait ne plus rien devoir au pouvoir des rois. Convaincu par cette transformation, Michelet cherche, en quelque sorte, par son écriture, à faire taire les résidus de déférence ou de croyance figés dans le langage public pour faire déjà ses adieux à l'histoire ancienne. Alors comment comprendre ces efforts, là j'ai donné 2 exemples avec Rancière, pour se rapprocher des événements, et ici en l'occurrence du foyer vif de la Révolution. Il y a un livre très intéressant qui traite sous un autre angle le problème de l'héritage de la Révolution et du poids de cet héritage. C'est un livre de Julien Pasteur qui s'intitule « Les héritiers contrariés, essai sur le spirituel républicain au XIXe siècle », paru en 2018. Pasteur montre que la séquence de la Révolution française, qui est constitutive de la modernité politique, a durablement hanté le XIXe siècle et que cette hantise était liée à un état de suspension temporelle, un état marqué d'incertitude. Les hommes du XIXe siècle se sont sentis coincés dans un monde distendu entre 2 époques et où chacun vivait dans sa chair l'impression d'être passé à côté de ce qui aurait pu se jouer dans la fracture de 1789. Je cite Pasteur, le 19e
et gros de quelque chose qui ne parvient pas à éclore. Cette parturition manquée, genèse incomplète, explique la rupture du fil qui unissait les générations. Les hommes ne se reconnaissent plus, car aucun n'est capable de dire à quel temps il appartient. Or, une pensée qui s'espère progressiste ne peut se contenter de flotter entre les temps. Il lui faut bien s'ancrer quelque part. Mais avant d'imaginer s'ancrer à nouveau, reprendre pied, il est nécessaire, pour beaucoup de ces auteurs, de régler quelques affaires qui sinon pèsent dans les esprits et entravent la possibilité de développer un nouveau projet politique ou de simplement poursuivre le projet politique qui a fait un temps rêver les générations héritières de la rupture révolutionnaire. Pour cette raison, selon Julien Pasteur, l'historien écrivain Jules Michelet, comme d'autres à son époque, se lance dans une entreprise obstinée de négociations incessantes avec les cicatrices et les espoirs hérités de la rupture engagée en 1789. Une sorte donc de règlement de compte infini. Pasteur saisit bien qu'à vivre au cœur des cicatrices de la Révolution, les auteurs de ce qu'il appelle le spirituel républicain, Michelet en l'occurrence, cherchent à récupérer, à puiser dans l'épisode révolutionnaire lui-même une force de puissance, un combustible politique et spirituel tout à la fois, une forme de puissance capable de dépasser l'absence de croyance et l'état d'errance où ont été projetés les hommes du XIXe siècle. En témoigne ce passage, qui est un passage qui pourrait sembler être inspiré par Rancière, mais Pasteur cite très peu Rancière et ne cite pas les noms de l'histoire. Ce passage qui présente l'historien comme devant impérativement se tenir en face du peuple révolutionnaire qui réclame, et j'insiste sur le « en face » puisque cette formule suppose la nécessité d'une forme de coprésence. En face du peuple, engagé en première personne dans l'administration de ses mémoires vives, comme le dit Pasteur. L'historien prend en fait très souvent chez Michelet la figure d'un administrateur qui soutient en quelque sorte de ses propres bras l'effort révolutionnaire et qui trie la matière historique directement dans le bureau, dirait Rancière. Je cite ce passage. Il ne s'agit plus de les fuir, mais de regarder en face l'immense cohorte des précédents, masse hugolienne, spectre de Marx, peuple de Michelet ou horde freudienne. Les vivants se lient aux morts. Tel est le plus vieil héritage de l'humanité et le combustible de son progrès. Michelet, qui, comme on le sait, peut se vanter d'une certaine expertise dans le domaine des choses mortes, en est convaincu. Assis au milieu des archives, il lance un tonitruant triomphe, dont sortira ce gigantesque tableau périodique des éléments historiques, cette taxinomie scientifique des mémoires. L'essentiel, rêve-t-il, reviendrait à administrer correctement le bien des décédés. Il faut savoir convoquer adéquatement les souvenirs qui rehaussent et exaltent, par exemple la fête des fédérations, et conjurer les autres. Celles qui pèsent d'un poids mort, comme la tête de Louis XVI, celles qui propulsent et fusionnent, comme Jeanne d'Arc, la machine à vapeur, Lavoisier, le peuple ou la Révolution. Dûment archivées, triées, administrées, ce sont des mémoires vives, magistrales comme l'histoire, cette suprême magistrature de la résurrection. L'histoire et son interprète diront quels sont les morts qui ont encore droit à la parole et ceux qui doivent se taire. Cité des vivants et des morts, spirituel, républicain en acte. Or, ce travail de tri, d'administration, requiert complètement Michelet. C'est un travail qui, pour lui, s'opère sur le plan des affects, on pourrait dire sur le plan de la gestion active des affects politiques, et les analyses de Julien Pasteur permettent de mesurer la complexité de ce travail d'administration. L'historien, Michelet, se donnerait pour mission, entre autres choses ambitieuses, par exemple, de canaliser les excès, d'annuler ou au moins neutraliser la foi résiduelle que concentre encore la figure du roi, de soulager les oubliés, d'accompagner le transfert de sacralité de la monarchie absolue d'Ancien Régime à la souveraineté républicaine, de recycler, autrement dit, le théologico-politique,
qui a certes été altéré par la rupture révolutionnaire, mais n'a pas disparu pour autant, de freiner et combattre la dévitalisation de l'élan républicain, de ne pas projeter les morts dans un au-delà inaccessible, mais de réinstaller parmi nous leur héritage, de régénérer l'appel des humbles et de toutes ces voix minuscules, de donner au peuple une image unifiée, de le faire advenir comme œuvre à lui-même, dit parfois Michelet, mais aussi de le disculper, le laver, l'innocenter de sa parole terroriste, etc. Et toutes les stratégies d'écriture et de mise en récit qui sont déployées par Michelet dans l'histoire de la Révolution française permettent cette sorte de gestion réparatrice de l'épisode révolutionnaire. Alors il y a une question quand même qui insiste dans ce projet, c'est celle de savoir si c'est pas trop tard. Et comment faire ce travail de réparation à distance et après coup. Pasteur dit encore, Comte et Michelet ne parviendront jamais tout à fait à admettre cette incohérence qui pourtant les pousse comme un aiguillon. L'histoire est en retard. Ils vivront tous deux sur cette mauvaise synchronisation, à la fois terrassés et exaltés à mesure que les reprises de l'épicentre révolutionnaire se poursuivent. Le risque serait donc peut-être, pour l'historien, non seulement d'arriver tard, mais que d'autres aient déjà commencé le travail. En examinant le rapport de Michelet à la peinture, et en particulier à celle de Jacques-Louis David, dont vous avez sous les yeux deux autoportraits, Jacques-Louis David, à laquelle Michelet consacre quelques développements, qui sont mineurs dans le récit général de l'histoire de la Révolution française, mais qui ont été pour moi très, très éclairants. On croit cerner une première fois sa frustration de ne pas être lui-même, au contraire de David, l'exact contemporain des événements dont il entend faire le récit. En 1846, alors qu'il est mobilisé par son projet d'écrire l'histoire de la Révolution française, et le premier volume paraîtra en 1847, mais Michelet travaille à l'histoire de la Révolution française depuis 1840. En 1846, Michelet donne une série de leçons sur la peinture de Géricault en particulier, mais sur la peinture plus généralement, au Collège de France, où il a enseigné, comme vous le savez sans doute, entre 1838 et 1851. Et la question qui guide Michelet, c'est de savoir, mais qui est le vrai peintre du peuple français ? Et qui est le vrai peintre du peuple français révolutionnaire ? Et on trouve dans ces leçons, notamment dans la première, une critique très sévère, acerbe, de la peinture de David. Alors c'est même pas que David échappe au goût de Michelet, ce qu'on aurait éventuellement pu comprendre, mais on sent fort que Michelet est en train de se fabriquer une sorte d'épouvantail, et on devine entre les lignes une nécessité politique à sa dureté. Alors, sa critique, elle tourne globalement autour de deux motifs conjoints. Je vous mets... Peut-être, Madame Auroy, il faudrait couper votre micro. Merci. Donc, la critique de Michelet tourne globalement autour de deux motifs conjoints. Donc, je vous mets sous les yeux le Serment d'Horace, qui est un des tableaux très connus de Jacques-Louis David, qu'il a peint un tout petit peu, enfin quelques années avant le début de la Révolution, 1789, qui est un de ses premiers grands tableaux de peinture d'histoire et qui a souvent été commenté. Mais c'est ici simplement illustratif. Donc, la critique de Michelet tourne globalement autour de deux motifs. Le premier motif est celui du rapport de la peinture à la vie et à la mort. Et Michelet va opposer une peinture qui capte les intensités de la vie, celle de Géricault et d'autres, avant David, après David, à une peinture morte, voire morbide, celle de David et de tous ces corps qui ressemblent à des cadavres, même quand ils n'en sont pas. Le deuxième motif de la critique de Michelet concerne le problème de la temporalité, et pour être plus précise, de la contemporanéité, à ses yeux discutable, du peintre aux événements. Il y a, s'agissant de David, une contemporanéité entravée, manquée, qui semble inaccessible, au moins aux yeux de Michelet,
alors même qu'il était le contemporain légitime et avéré des événements révolutionnaires, et même un protagoniste direct, puisque, comme vous le savez sans doute, David a été député à la Convention. Il a reçu aussi la responsabilité d'être une sorte de, comme ministre des fêtes, on pourrait dire, d'organisateur officiel des fêtes révolutionnaires. Autrement dit, Michelet tente de montrer, très stratégiquement à mon avis, que David, le contemporain des événements révolutionnaires, contemporain au sens le plus attendu du terme, n'aura jamais été un homme de son temps, un artiste capable de peindre au présent, mais qu'au contraire, il sera resté comme figé dans le passé, tandis que Géricault, et aussi bien Michelet lui-même, qui est le contemporain de Géricault, et Michelet, on sent bien, est en train d'essayer de fabriquer une sorte d'accord entre leurs projets, une alliance un peu implicite, mais tout de même évidente. Tandis donc que Géricault, malgré l'après-coup qui le caractérise, deviendra le vrai peintre du peuple français, celui qui aura émergé avec la Révolution, celui qui aura senti, si vous voulez, le mouvement de ce peuple depuis son soulèvement jusqu'à sa chute, et suivi ce mouvement en inventant les moyens plastiques à la hauteur de l'événement. Alors, bien sûr, la question des moyens plastiques, des outils stylistiques, elle est ici capitale. C'est une question poétique qui redessine bien les enjeux politiques de la création picturale. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quel moyen plastique. Les choix ne sont pas innocents. C'est tellement banal qu'on a tendance à l'oublier dans les analyses. Bon, mais on sent donc partout que Michelet fait peser sur les épaules de David toutes sortes de regrets, ne sauvant que ses premiers travaux, à peine quelques dessins. Mais au-delà des réticences esthétiques qu'il exprime, c'est une peinture rigide, dit Michelet, une peinture sans vie, une peinture de copiste, une peinture éloignée de la vraie nature. Au-delà de ces réticences, ou plutôt au cœur de ces réticences esthétiques, on perçoit, me semble-t-il, en tout cas c'est mon hypothèse de travail, qu'une autre bataille est en train de se tramer directement entre Michelet et David. Et tout vient alors sur le tapis. Michelet reproche à David, implicitement ou explicitement, selon les cas, sa proximité avec le pouvoir, l'autorité qu'il va chercher dans les temps antiques pour la recycler dans sa peinture d'histoire. Il lui reproche Robespierre, il lui reproche Bonaparte, il lui reproche sa fascination pour les tyrans, il lui reproche de ne pas avoir mis son art au service du vrai peuple, les petites gens, les vies minuscules, ces êtres, dit Michelet, que notre orgueil qualifie à tort d'inférieurs, etc., etc. Alors je cite le passage des leçons qui cristallise un peu ce jugement, et le passage qui croise la déception esthétique, il ne spécifie pas, dira Michelet, et le reproche de non-contemporanéité. On ne se douterait jamais qu'il ait été mêlé lui-même à la Révolution. Je vous lis ce passage. Hélas, ce jeu de la physionomie, cette vivacité dans l'allure, que Michelet repère chez d'autres peintres du XVIIIe siècle pré-révolutionnaire, et la scintillation du regard, on dirait que tout cela s'efface, s'éteint, avant même que le siècle ne finisse. La Révolution de 89 éclate, le peuple en reçoit le choc électrique, et le voilà de nouveau rentré en scène, principal acteur du drame qui se déroule. Aura-t-il cette fois encore pour interprète quelque puissant génie ? Nullement. Et David, direz-vous ? David, non, car il ne spécifie pas, il reste dans le général. À part le serment du jeu de paume et funérailles de Lepelletier, qui sont deux œuvres de David qui ont été en quelque sorte peintes sur le vif, on pourrait dire, on ne se douterait jamais qu'il ait été mêlé lui-même à la Révolution et pour elle plein d'enthousiasme. Le dessin de son marat mort est fort beau, mais lorsqu'il le peint, ce n'est plus qu'un marat quelconque, mou, faible, vague, sans nationalité, si accusé ici, sans respect non plus de l'individualité. On peut ne pas être d'accord avec sa critique, c'est mon cas d'ailleurs, mais ce qui m'intéresse, c'est l'esprit de cette critique. Cette question de la singularité des traits ou de la spécification que David aurait manqué importe parce qu'elle sera en contrepoint valorisée chez Géricault, qui est présenté comme le peintre
du réel et de ses accidents, en particulier quand il peindra des chevaux. Géricault, on le sait, a peint énormément de chevaux, c'était sa passion, son talent, il les poursuivait même en rue pour en faire des croquis, il travaillait à les individualiser. Autrement dit, de manière un peu cocasse, pour Michelet, l'authentique peintre du peuple français peignait aussi génialement les animaux. Son manque de reconnaissance de son vivant, c'est plus le cas aujourd'hui, son manque de reconnaissance, suppose Michelet, qui cherche à lui rendre un peu de... tenait d'ailleurs peut-être à cet amour inconditionnel de l'animal. Certains biographes ont poussé cet amour de l'animal jusqu'à la folie. Et bien entendu, ce genre n'est pas aussi noble que celui de la peinture d'histoire, préférée par David, surtout que Géricault peignait notamment des culs de chevaux, comme vous le voyez, en rangée, des portraits de croupe, si vous voulez, dont il s'évertuait à saisir le caractère et les singularités. Il y a donc quelque chose, j'appuie un peu, quelque chose d'ironique dans l'idée que le grand peintre de la Révolution, celui qui doit, selon Michelet, être aussi le grand peintre des singularités, est celui qui peignait mieux que personne des croupes de chevaux. Par contraste bien scénarisé, dans l'analyse de Michelet, David sera présenté comme un artiste qui n'aura eu que par éclair un sens profond de la nature, sens de la nature que malheureusement il aura éteint au lieu de s'y abandonner. Michelet le lui concède néanmoins, certains dessins, certains portraits auront malgré tout conservé une expressivité presque intacte, mais disons que globalement, hormis ces exceptions, chez David, le travail de spécification manque, les accidents des traits de la matière sont lissés, et la peinture de David ne rend pas hommage à la liberté individuelle qui était pourtant la marque de la Révolution. Plutôt que l'interprète de la Révolution, la France véritable, du peuple français, David deviendra le peintre de l'Empire. Selon Michelet, et ici son analyse n'est tout de même pas à son sommet de finesse, je dirais, en tout cas elle pêche un peu par sa partialité, mais elle est intéressante parce qu'elle met au jour la complexité temporelle où sont toujours prises les représentations. Selon Michelet, le grand problème auquel se heurte David et qui lui fera perdre ce qu'il pouvait avoir d'originalité serait son éducation à l'antique. Vous savez peut-être que David a gagné un concours à l'Académie qui lui a permis d'aller se former directement à Rome, le fameux concours de Rome, auquel se soumettaient les peintres d'histoire. Selon Michelet, à force de copier toujours pendant 5 longues années des œuvres antiques à Rome, David aurait laissé s'évanouir sa personnalité au profit du secondaire et de l'immobile auquel il aurait donné priorité et que réclame la représentation des déesses et des dieux. Je cite Michelet, « On a fort admiré les bas-reliefs qu'il a introduits dans ses compositions, mais d'abord, pourquoi les bas-reliefs en peinture ? Ils viennent là pour figer la vie. La rigidité du marbre se retrouve dans les personnages. » À cette époque, regrette Michelet, tout est en train de changer et la peinture finit, à la fin du XVIIIe siècle, à cause de David et d'autres, par perdre sa connexion à la vitalité. L'ancien style français est biffé au profit d'influences extérieures, romaines, anglaises, même dans les modes, dans l'ameublement, où la ligne de vie par excellence, à savoir la ligne courbe et onduleuse, est proscrite et remplacée par le sec, le rigide et sa froideur. Je cite encore Michelet, c'est la citation que vous avez sous les yeux. « Comment donc ce maître, David, n'a-t-il pas compris que l'imitation doit être laissée aux peuples qui n'ont ni passé ni tradition ? Ce n'est certes pas le cas de la France. » Ces passages sont très étonnants. Ils engagent une théorie plutôt indigente de l'imitation, conception assez plate de l'histoire et une définition presque nationaliste du style, de sa pureté, de son non-mélange, etc. Mais ils permettent d'épingler un problème névralgique que soulève régulièrement la peinture de David. Il peindrait des statues du passé plutôt que des corps vivants. Alors, je passe un peu le passage sur Géricault, parce que j'ai peur d'être trop longue. Mais donc, pour Michelet, Géricault
qui est né pratiquement en même temps que lui, c'est-à-dire après l'épisode révolutionnaire, Géricault serait le vrai peintre de la Révolution, celui qui, en n'imitant pas, en n'instaurant aucune médiation entre le peuple français et lui, aucun rapport hiérarchisé, aucun rapport de modèle, mais prenant en quelque sorte ce peuple pour lui-même, sans écart, en adhésion et en contemporanéité avec lui, aura pu révéler sa vraie nature. Je passe un peu ce passage pour ne pas trop me disperser. Alors la vie de Jacques-Louis David, en elle-même, elle est quand même assez épique, et notamment parce qu'elle est pleine de contradictions, c'est une vraie matière romanesque, mais j'épingle ici le fait que Michelet parle régulièrement, à la fois dans ses leçons du Collège de France, mais aussi dans l'histoire de la Révolution française, de David comme d'un roi. D'autres le feront, Michon le fait aussi, ce ne sont pas les seuls. Le roi David, c'est une expression qui paraît consacrée. Dans une note assez saisissante du livre 12 du chapitre 7, au chapitre 7 de l'histoire de la Révolution française, Michelet condense, et c'est ce que j'avais lu en premier, avant de découvrir d'ailleurs les leçons du Collège de France, Michelet condense tout son mépris et sa détestation de David, en tout cas la déception qu'il a du mal à camoufler, et qu'il diffuse d'ailleurs aussi à d'autres endroits. Je cite ce passage un peu long mais assez particulier. L'art se cherchait, c'est donc dans une note, l'art se cherchait comme l'époque. Sa puissance dormait encore en 3 enfants, Gros, Prudhon, Géricault. Le roi d'alors était David. Ce que l'effort est à la force, David le fut à Géricault. Élève d'architecte et non de peintre, David posa ses premiers regards sur des marbres, des lignes inflexibles, et il en garda la raideur. Il haïssait 2 choses cruellement et leur faisait la guerre. La nature d'abord, la molle nature du XVIIIe siècle, puis les arts de son temps. Il exerçait ses élèves à jouer à la balle contre des bouchers, contre des lebrins. Il aurait fait guillotiner Watteau s'il eût vécu, et demanda qu'au moins on démolit la porte Saint-Denis. Ce génie violent était mené, ce semble, par sa nature aux études anatomiques, comme l'avait été Michel-Ange. Mais pour sentir la mort, il faut sentir la vie. L'art antique absorba David. Le marbre le retint, non pas seulement la sculpture grecque, mais l'antique de la décadence. En fait, Michelet ne cesse de repousser David vers l'Antiquité. Chose étrange, chaque fois qu'il s'oublia, laissa aller sa main, sans songer qu'il était David, dans tel dessin, dans tel portrait, il se retrouva un grand maître. Le mystère était là. Il y avait un très grand peintre en lui, mais autour de lui, une école. Il se sentait trop responsable devant cette foule docile. Il fut trop professeur. L'âge de la terreur, l'admiration, l'amitié de Robespierre, la royauté des arts qu'il eut alors ont guillotiné son génie. Il le sentait confusément et il en souffrait. Cette souffrance le rendait cruel. Elle le fécondait en quelque sens et elle l'annulait. La nature haïe de lui se vengeait comme une femme maltraitée d'un époux. Elle allait caresser dans un coin ignoré le plus petit élève et d'un baiser créait Prudhon. C'est une critique qu'on pourrait passer des heures à déplier. Mais à suivre cette critique, qu'on a quand même un peu dépliée de Michelet, en fait, personne, ni au moment de la Révolution, ni plus tard dans le paysage un peu cabossé et spectral du XIXe siècle, personne ne semble finalement parvenir à se hisser à la hauteur des événements traumatiques. Aucun peintre ne parvient à être l'exact contemporain de la rupture révolutionnaire, s'il était possible d'être contemporain d'une rupture, à traduire directement l'énergie révolutionnaire dans l'ordre des représentations, si ce n'est depuis un point de vue chronologiquement décalé ou asynchrone. Or, cette forme d'inactualité forcée, contrainte, l'impossibilité à être contemporain de ceux qui cherchent à peindre le moment révolutionnaire, n'a pas manqué de produire des rivalités. Certains d'ailleurs vont attribuer le titre de vrai peintre de la Révolution, de premier peintre
à quitter l'Ancien Régime à Goya, d'autres à Géricault, d'autres encore à Delacroix, qui sont tous des peintres plus tardifs. Michelet lui-même rivalise par son écriture, rivalise avec les peintres en essayant de construire d'autres tableaux. Et on sent bien, notamment dans ses leçons sur Géricault, qu'il se sent comme une affinité ou une complicité avec le projet pictural de Géricault. En ce sens, penser en contemporain, pour Michelet, ce n'est pas exactement penser ici et maintenant, au sens où, comme historien, il aurait inscrit dans son époque ou enraciné dans son époque sa lecture de l'épisode révolutionnaire, mais plutôt, en quelque sorte, construire, voire inventer, une contemporanéité à la fois fictive et impossible, avec un temps où il n'était pas. Michelet commence la rédaction de son histoire de la Révolution française dans les années 40, tout en donnant tout le temps l'impression d'y être encore. Si on examine de près sa poétique, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de formules qui donnent l'impression que Michelet est en quelque sorte plongé, toujours plongé dans les événements. Et s'il fait ça, c'est aussi parce que les blessures sont évidemment encore vives au milieu du XIXe siècle et qu'il reste évidemment des choses à régler ou à administrer, comme dirait Pasteur. L'écriture de l'histoire, comme opération à la fois symbolique et politique, directement politique, devient chez lui vectrice de vengeance et de réparation en même temps. Le modèle n'est donc pas tellement comme chez Warburg. Vous connaissez peut-être cette très belle image que Warburg utilise dans un texte tardif, pratiquement de l'année de sa mort, la fin des années 20, où il dit l'historien est comme un sismographe très sensible qui capte les remous et les ondes du temps, et même un sismographe qui peut dérailler, casser par moments à cause de l'intensité de ces flux qui nous viennent du passé. Le modèle ici n'est pas tellement celui-là, celui d'un historien sismographe qui vit et répercute dans son temps les remous venus du passé, mais plutôt celui d'une sorte de projection directe dans la tempête. Alors, j'ai lu un livre très intéressant de Laurent Genis. Vous le connaissez puisqu'il est intervenu dans ce séminaire. Je n'avais pas eu l'occasion de venir l'écouter et je pense qu'il n'a pas parlé de ça. Il a parlé plutôt de photographie. Mais vous me direz si je me trompe. J'ai lu un livre donc très intéressant de Genis qui s'intitule « Je suis la Révolution ». L'exercice est celle-ci, elle est empruntée au texte « La littérature et le droit à la mort » de Blanchot, qui dit « Tout écrivain qui, par le fait même d'écrire, n'est pas conduit à penser « Je suis la Révolution, seule la liberté me fait écrire », en réalité n'écrit pas. » L'Exergue donne aussi le titre à ce livre. Alors, c'est un texte, je m'achemine doucement vers une conclusion, aussi pour rassurer Isa, c'est un texte qui interroge une métaphore, qui interroge l'identification métaphorique, en fait assez récurrente, on le découvre avec Genis, dans la littérature des 19e et 20e siècles, de la liberté littéraire à la Révolution. Pour le dire simplement d'abord, des écrivains se prétendent métaphoriquement révolutionnaires au sens de la Révolution de 1789 et comparent d'ailleurs un certain état de la littérature dont ils pensent précipiter la disparition à l'aristocratie d'Ancien Régime. Laurent Genis essaye de comprendre, je cite sa formule, ce qui a rendu acceptable et même évidente une représentation si emphatique, si incongrue et terrorisante de la littérature. Alors moi, je m'intéresserai, évidemment, je prends des risques, parce que moi-même, je ne suis ni spécialiste du 19e, ni de la littérature, ni historienne, enfin bref. Je m'intéresserai à ce qui concerne Victor Hugo, dans le livre de Genis. Hugo, qui est presque l'exact contemporain de Michelet. Il est né en 1802 et Michelet est né en 1798. Hugo, dont on a souvent relevé la difficile acceptation du fait révolutionnaire. Il aurait été très frileux au départ. Mais il sait qu'en 1854, peut-être que vous connaissez ça,
Il paraît en quelque sorte s'arracher à sa répulsion première, pour le faire révolutionnaire, et finit par se dépeindre dans un poème qui s'intitule « Réponse à un acte d'accusation » comme terroriste de la littérature. Un poème qui glorifie la terreur et où Hugo se donne les traits de Danton ou de Robespierre, en disant « Oui, je suis ce Danton, je suis ce Robespierre ». Et ce poème, où Hugo donc met en scène sa propre révolution de 1789 littéraire, ce poème a été écrit en 1854, mais étrangement antidaté de 20 ans. C'est-à-dire qu'Hugo prétend l'avoir écrit en 1834. Et bien sûr, on peut faire des hypothèses sur cette ruse. On pourrait penser, par exemple, que Hugo n'assume pas une certaine lenteur de son positionnement ou de son repositionnement politique. En tout cas, manifestement, c'est ce qui m'intéresse, il essaye de se rapprocher, il est en mouvement vers 1789, au sens ici le plus concret du terme, le plus stratégique du terme. Si dans ce poème, la complaisance avec laquelle Hugo se présente comme terroriste semble ironique, hyperbolique, il n'est pas dit, en tout cas selon l'analyse qu'en fait Geny, malgré toutes les exagérations, la grandiloquence moqueuse que Hugo déploie, il dit « Et je violais du verre le cadavre fumant, et j'ai battu des mains, buveur du sang des phrases, etc. » Donc, malgré que cette manière, cette grandiloquence semble hyperbolique, ironique, selon Geny, il n'est pas dit qu'on ne puisse en faire qu'une lecture parodique. Il y a bien quelque chose là-dessous, il y a bien une sorte de justesse de la métaphore de la terreur pour parler de l'écriture qui a séduit Hugo, qui en séduira d'autres après lui, et on pourrait dire jusqu'à Pierre Michon, dont Geny ne parle pas, mais Pierre Michon qui dans ses textes plus réflexifs, notamment dans un recueil qui s'intitule « Le roi vient quand il veut », mais aussi dans le numéro des Cahiers de Lerne qui lui a été consacré, Michon montre souvent à quel point la terreur l'a fait écrire, à quel point la terreur a finalement fait de lui un écrivain. Alors, ces analyses de Geny, elles permettent en particulier d'apporter un éclairage à partir de la littérature sur précisément le rôle de la terreur dans la désorientation historique qui frappe la génération de Victor Hugo, mais aussi de Michelet. Il dit notamment ceci: ainsi, la Révolution a mis le temps historique hors de ses gonds et a plongé les hommes dans un anachronisme radical. Ils ne sont plus contemporains de leur âge et errent, perdus, entre le retour à un passé révolu et l'anticipation d'un temps qui n'est pas advenu. Alors, on reste proche du constat qu'a aussi proposé Julien Pasteur, mais ce qui est intéressant d'imaginer, en tout cas avec Geny, je commence à l'imaginer, que la Révolution a créé une sorte d'abîme dans l'histoire et que cet abîme est devenu comme l'œil du cyclone qui a aimanté tout le reste. L'œil de l'histoire, comme dirait Didier Huberman, cette espèce de trou autour duquel tout le reste semble se... Et la séquence révolutionnaire, si on suit cette hypothèse, la terreur, plus encore, auront dessiné une faille temporelle qui, en quelque sorte, aspire ceux qui errent, perdus, entre le passé révolu avec lequel ils ont déjà rompu et le futur entravé ou contrarié, ce temps qui n'est pas advenu. Pasteur dit aussi, à propos des hommes du XIXe siècle, des hommes et des femmes, mais en l'occurrence plutôt des hommes, nous sommes toujours dans cet entre-deux indéfinissable et langoureux, incapables de trancher entre le passé et l'avenir. Alors, qui sont ces hommes du XIXe siècle, que Pasteur appelle des héritiers contrariés, dont les parents ont vécu la Révolution française, parents qui appartenaient parfois à des couches sociales hétérogènes les unes aux autres. Michelet était plutôt un fils d'artisan, c'est pas Tocqueville, mais voilà. Ce sont des
des enfants de gens qui ont vécu directement la Révolution, qui parfois s'y sont déchirés. Je rappelle une anecdote que vous connaissez peut-être, mais la femme de Jacques-Louis David, le peintre, qui était nettement plus riche que lui, plus nantie que lui, d'ailleurs sans doute que sa carrière artistique n'aurait peut-être pas été ce qu'elle était si sa femme n'avait pas contribué, disons, à l'entretenir. Elle a voulu divorcer au moment où David a voté en faveur de l'exécution du roi. Ils ont divorcé d'ailleurs, les divorces étaient assez rares à l'époque, puis après je vous rassure, ils sont remariés, mais tout ça pour dire, je vous rassure ou pas, mais le type de tensions dans lesquelles pouvaient se trouver ces fameux héritiers. Donc, qui sont ces héritiers? D'abord, des hommes et des femmes tiraillés qui ont dû apprendre à composer entre les opinions divergentes de leurs parents, au sens le plus concret du terme. Je cite un extrait de Hugo dans un texte qui s'appelle « Littérature et philosophie mêlée », qui est cité par Geny dans son texte. « Pour nos pères, la Révolution, c'est la plus grande chose qu'ait pu faire le génie d'une assemblée. L'Empire, c'est la plus grande chose qu'ait pu faire le génie d'un homme. Pour nos mères, la Révolution, c'est une guillotine. L'Empire, c'est un sabre. Nous autres enfants, nés sous le Consulat, nous avons tous grandi sur les genoux de nos mères, nos pères étant au camp. Et bien souvent privées par la fantaisie conquérante d'un homme, de leur mari, de leurs frères, elles ont fixé sur nous, frais écoliers de 8 ou 10 ans, leurs 12 yeux maternels remplis de larmes, en songeant que nous aurions 18 ans en 1820 et qu'en 1825, nous serions colonels ou morts. L'acclamation qui a salué Louis XVIII en 1814, ça a été un cri de joie des mères. En général, il y a peu d'adolescents de notre génération qui n'aient sucé avec le lait de leur mère la haine de 2 époques violentes qui ont précédé la Restauration. Le croque-mitaine des enfants de 1802, c'était Robespierre. Le croque-mitaine des enfants de 1815, c'était Bonaparte. Et on sent d'ailleurs très bien, quand on lit Michelet, je trouve, que Robespierre est resté son croque-mitaine. Dernièrement, je venais de soutenir ardemment, en présence de mon père, mes opinions vendéennes. Mon père m'a écouté parler en silence, puis il s'est tourné vers le général L, qui était là, et lui a dit « Laissons faire le temps, l'enfant est l'opinion de sa mère, l'homme sera l'opinion de son père. » Ça m'intéresse, cette question des enfants, ça m'intéresse aussi à cause de Michon. Vous devez vous demander pourquoi je parle tout le temps de Michon, mais parce qu'en réalité, il ne porte pas de lunettes, mais je lis Michelet beaucoup avec ses lunettes. Michon dira « La Révolution a fait des hommes du XIXe siècle des fils ». Il parle de Rimbaud comme d'un fils. Les fils et des orphelins, c'est un motif qui revient tout le temps dans ses textes. Donc ces fils, ces héritiers contrariés, se retrouvent entre une berge et l'autre, entre l'élan républicain radical et les forces, éventuellement vendéennes, contre-révolutionnaires, séparés par un torrent, une autre métaphore assez commune de l'événement révolutionnaire. Métaphore liquide, l'imaginaire océanique domine le XIXe siècle. D'ailleurs, Hugo lui-même, comme vous le savez sans doute, a quelques marines qui sont vraiment très belles. Alors, Geny dit d'ailleurs à propos de cette métaphore ceci: ici, un troisième système métaphorique vient compléter le politique et le théologique pour dire l'inquiétude d'une parole libérée mais ouverte à toutes les puissances du négatif qu'a agité la terreur. Aussi éloignées semble-t-elle, métaphores océaniques et métaphores révolutionnaires sont prêtes à s'anastomoser. Plus tard, Hugo l'explicitera par un jeu de mots en décrivant les révolutions comme de formidables liquidations de l'histoire. Pour Chateaubriand, l'histoire est un fleuve dont la violence, à l'époque révolutionnaire, a rejeté hors de son cours, sur 2 rives différentes, les attardés de la monarchie et les impétueux de la République. J'avance encore un peu et je conclus. Il y a un autre poème de Hugo qui s'appelle « Tas de pierres », qui date de 1863, et qui montre les héritiers contrariés. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, c'est un lien avec la critique que Michelet adresse à David, qui montre les héritiers contrariés de cette génération comme des apatrides historiques qui vivraient sur la crête d'une rupture, frappés par l'impossibilité de s'inscrire en continuité avec ce qui précède. Je cite à nouveau
grâce à Genie, un extrait de ce poème de Hugo, Tas de pierres. Les écrivains et les poètes de ce siècle ont cet avantage étonnant qu'ils ne procèdent d'aucune école antique, d'aucune seconde main, d'aucun modèle. Il n'y a pas d'ancêtre, et ils ne relèvent pas plus de Dante que d'Homère, pas plus de Shakespeare que d'Eschyle. Les poètes du XIXe siècle sont les fils de la Révolution française. Ce volcan a 2 cratères, 89 et 93. De là, 2 courants de lave. Ce double courant, on le retrouve aussi dans les idées. Tout l'art contemporain, dit Hugo, tout l'art contemporain résulte directement et sans intermédiaire de cette genèse formidable. Aucun poète antérieur au XIXe siècle, si grand qu'il soit, n'est le générateur du XIXe siècle. Nous n'avons pas un homme dans nos racines, nous avons l'humanité. Si vous voulez absolument rattacher la littérature de ce siècle à des hommes antérieurs à notre époque, cherchez ces hommes, non dans la littérature, mais dans l'histoire, et allez droit à Danton, par exemple. Mais ce mouvement vient de plus haut que les hommes, il vient des idées, il est la révolution même. La poétique de la terreur, ce sera ma conclusion pour aujourd'hui, est donc une poétique qui ne s'inscrit dans aucun genre connu et imitable. On retrouve donc cet élan de la critique féroce adressée par Michelet à Jacques-Louis David dans ses leçons au Collège de France, puisque Michelet s'insurge en premier lieu de la volonté d'imiter les anciens. Peut-être au fond que cette impossibilité de s'inscrire en continuité, cette espèce de raté dans le déroulement du temps, explique, autrement encore, l'insistance de tous ces mouvements qui m'intéressent beaucoup, qui sont des mouvements de projection rétrospective et des tentatives de mise en place de contemporanéité fictive. Comme si on ne pouvait, devant ces débordements, que prendre la vague directement. Plus aucune médiation, aucune seconde main, aucun modèle ne semble tenir la route. Reste une seule solution, être la révolution même, fusionner avec elle, aller droit à Danton. Je suis la révolution, et donc alors, pas une manière de dire à partir de moi, pas seulement une manière de dire, à partir de moi, d'autres transformations éventuellement radicales, violentes sont possibles, mais c'est une façon de dire je suis happé par la révolution. C'est une formule célèbre qu'on trouve chez Michelet dans la préface de 1847 à l'histoire de la Révolution française. Vous savez que toutes les préfaces et postfaces de Michelet sont reprises dans un ouvrage qui s'intitule « La cité des vivants et des morts ». Comme le disait Michelet, la révolution est en nous, est directement en nous. Voilà ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. Super. Tout grand merci Maude pour cette belle conférence. Alors, comme d'habitude, on prend un petit quart d'heure de pause, ce qui permet aussi aux personnes en ligne. Il y en a plusieurs qui nous ont rejoints au fur et à mesure, et désolé pour les soucis de lien. Manifestement, certains n'ont pas trouvé directement le lien, nous ont rejoints petit à petit. Mais donc voilà, on prend un quart d'heure de pause. Donc on va reprendre vers 16h05, entre 16h05 et 16h10 pour les questions-réponses. Merci encore.